un jour, je croise l'un de mes parents d'élèves qui est psychiatre. Et je le prends dans un coin et je lui dis « Michael, j'ai une vraie question à te poser. Ça fait 48 heures que je pleure et j'ai ce sentiment d'abandonner le navire. Je rêve de partir et de prendre cette place de directrice en Israël. » Je lui pose réellement la question « J'ai besoin d'une séance ?» Sylvia Elbaz, bonjour. Bonjour Merci de nous accueillir dans ce très beau campus qui est Mikvé Israël. Alors pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Vous y faites quoi ici? Alors, se trouve sur ce campus de Mikvé Israël plusieurs établissements. Et moi, j'ai la chance de pouvoir diriger une section française, celle du lycée Maïmonide Mikvé Israël, qui est la petite sœur de la grande école Maïmonide qui se trouve à Boulogne. Alors le chemin était long pour en arriver jusqu'ici. Vous êtes né au Maroc et c'est rare dans votre génération parce que vous avez vécu plusieurs exils, on peut dire ça comme ça, le Maroc, Bordeaux, Paris et Israël. C'était quelque chose qui était toujours dans votre famille, de monter en Israël, de faire l'Aliyah, c'était important? Important, oui. Aujourd'hui, je suis la somme de tous ces voyages au travers de la vie. En fait, née au Maroc, effectivement, arrivée à Bordeaux pour y passer une très belle fin d'enfance, jeunesse, adolescence au sein du mouvement Bnei Akiva. Il n'y avait pas d'école juive à Bordeaux, comme dans beaucoup de villes de province à l'époque. Donc un véritable engagement, déjà très jeune, engagement communautaire, engagement sioniste et un engagement militant. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était très présent dans ma famille. Peut-être qu'inconsciemment, c'est une donnée que j'ai intégrée. Mon père, Rabbi Shimon ben Soussan, qui était rabbin d'Agadir, Zichrono Livracha, avait aussi, outre la responsabilité de cette belle communauté d'Agadir dans laquelle j'ai fait mes premiers pas et jusqu'à l'âge de 10 ans, avait une mission secrète qui était celle d'aller chercher des juifs qui étaient dans des villages isolés, dans des montagnes et des campagnes loin de tout, loin de la ville, et les conduisait avec le Joint Committee jusqu'en Israël, par des voies secrètes certainement à l'époque, mais j'avais intégré cette donnée de l'an prochain à Jérusalem. C'était quelque chose qui était très présent dans mon enfance, et puis dans mon militantisme par la suite au sein du Bnei Akiva, qui est un mouvement de jeunesse Torah ve'Avoda, qui allie justement en même temps cet aspect religieux et spirituel, qui est lié inévitablement à la Aliyah. Et puis à l'âge de 18 ans, je réalise enfin une première montée, j'allais dire, en Israël. Donc vous partez en Israël, vous inscrivez à l'université de Jérusalem, vous faites la Mechina, à l'époque c'était le passage obligé. C'était une année qui a été fondatrice dans votre amour d'Israël, dans votre attachement à ce pays? Le sentiment déjà de réaliser un rêve, c'est rare de pouvoir à 18 ans se dire j'ai réalisé l'un de mes rêves les plus fous, accompagné bien sûr par la volonté de mes parents, de voir ceux qui le souhaitaient parmi leurs enfants, nombreux, une famille de 9 enfants. Vous êtes la 7e, je crois. Je suis la 7e, et donc de réaliser cette arrivée en Israël, une première année à la Mechina de Harat Sofim, où j'ai connu des Juifs du monde entier. Ça aussi, c'était juste extraordinaire parce que c'était complètement nouveau pour une provinciale qui n'avait jamais été à l'école juive de rencontrer des Juifs d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, d'Italie, et puis des Parisiens qui nous racontaient ce qu'était l'école juive à l'époque. Aujourd'hui, après tout mon parcours, bien sûr, ça me fait sourire, mais ça me donnait envie. Et cette année a été suivie de mes 3 années à l'école de travail social à l'université de Jérusalem. Alors au bout de 4 ans, quitter Israël, parce que c'est ce que vous avez fait pour de bonnes raisons, c'était un autre déchirement ou c'était partir pour mieux revenir? Comment vous étiez dans votre tête, dans votre esprit? Je ne l'ai pas vécu comme un déchirement parce que quand on a 22 ans, 23 ans, on est encore très romantique, très idéaliste, mais en même temps, je suivais celui qui allait devenir mon mari, qui est mon mari depuis 35 ans jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on s'était dit, tous les deux, on avait pris un engagement, quelque part, qu'on retournait une année en France, se marier et revenir s'installer en Israël.
Ça a pris 30 ans pour revenir, donc 30 longues années pendant lesquelles cet amour d'Israël est resté inconditionnel. Qu'est-ce qui fait que finalement on veut repartir et puis on reste? Parce que votre histoire, elle est semblable à de nombreux Juifs de France qui ont vécu exactement le même parcours. Sans être mystique, je dirais que l'arrivée en Israël, elle est écrite quelque part pour chacun d'entre nous. On peut forcer le destin. Mais en même temps, j'ai continué avec mon mari à la maison à entretenir cette relation avec Israël par des vacances, par des visites à la famille, par l'éducation à la maison sioniste religieuse. C'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. Mes enfants sont montés l'un après l'autre, pas dans l'ordre chronologique, puisque c'est d'abord Emmanuel, mon deuxième, qui est monté le premier en 2014, et puis le deuxième, l'aîné, Dan, qui est monté avec sa femme, et le premier petit enfant. Ils en ont eu 2 autres ici en Israël depuis. Et puis ma troisième à l'obtention de son baccalauréat. Elle se marie d'ailleurs cette année. Et en fait, je pense qu'on attendait le bon moment. Et la vie, c'est aussi des rencontres que l'on fait. Et ces rencontres-là, elles ont permis de m'amener jusqu'au jour de cette Aliyah. Alors c'est vos enfants qui vous ont précédé, c'est eux qui ont donné en quelque sorte le coup d'envoi. Le départ, c'était en même temps une fierté de l'aboutissement d'une éducation, en se disant ils ont choisi le bon endroit, et tant mieux qu'ils aient choisi les 3 la même destination. Ça rassure quelque part sur l'aspect éducatif et sur le fait de se dire on a bien jalonné leur vie pour leur donner cette envie, et puis leur rencontre à eux aussi avec leurs amis et leur propre volonté de venir en Israël, puisque c'était vraiment de leur propre volonté, mais aussi ce qu'on a pu vivre, mon mari et moi, dans la communauté de Boulogne, et particulièrement mon passage par les presque 20 années au sein du groupe scolaire Maïmonide Boulogne, et puis les rencontres. Ah oui, un groupe scolaire que vous avez dirigé, hein, vous avez été une directrice emblématique, tout le monde se souvient de vous. Quand vous parliez tout à l'heure des jeunes juifs de Paris qui vous racontaient l'école juive lorsque vous aviez 18 ans, il se trouve que vous avez fait carrière dans l'école juive, et c'est assez rigolo quand on y pense. Pourquoi vous avez tenu à être directrice d'une école juive? Le chemin de la vie a fait que j'ai démarré en enseignant. Quand je suis revenue pour me marier, je n'ai pas particulièrement travaillé dans le domaine du travail social, comme je l'avais imaginé si j'étais restée vivre en Israël au bout de ces 4 années et demie passées ici. Et j'ai intégré une autre formation de professeur des écoles, et j'ai commencé dans l'enseignement en classe primaire, dans des établissements de la communauté juive, déjà dans le 19e arrondissement. Et puis, je parlais de rencontres. Donc j'ai d'abord fait une première rencontre qui était très importante, qui était celle de Prosper El-Koubi, qui est une figure dans le paysage éducatif juif français. Prosper El-Koubi, qui est à la jeunesse de l'histoire de l'Institut André Rinanéer, qui forme jusqu'à aujourd'hui des directeurs d'écoles juives, des professeurs d'écoles juives. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, Prosper, en visite dans l'établissement, est venu me voir en me disant on va mettre en place une formation de directeur, et je pense que tu es capable de faire partie de cette promotion de directeur. Et puis, des amis à l'époque s'étaient engagés dans cette formation. Je faisais partie de ce groupe de professeurs et aussi un peu plus large dans le 19e arrondissement, avec des personnalités comme Joseph Zrien, son épouse Zichron Livracha, Sophie, qui est une amie intime, Hélène, des amis qui m'ont amené à entrer dans cette formation. C'est parti un petit peu sur une idée, vivons ensemble ces moments-là, ils nous verront après. Et tout de suite, au bout de ces 2 années, on m'a proposé cette place de directrice au sein du groupe scolaire Maïmonide Rambam. Et là, rencontre très importante, celle de mon président. Je dis mon président parce que c'était une figure importante, et il a compté dans ma vie professionnelle et même, j'allais dire, personnelle, parce que au bout de 20 ans, c'est un quotidien et on crée des liens très proches. Et c'est lui qui m'a ouvert la porte d'Israël. Justement, quand on est directrice d'un établissement scolaire aussi important que Maïmo, comment on peut envisager, ou comment vous, quand vous voyez vos enfants partir les uns après les autres, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais
partir? Comment je vais quitter tout ça? Quand on dirige une école juive, on a ce grand sentiment de responsabilité, d'abord donner le meilleur de soi-même et en fait d'être toujours dans l'accompagnement des familles, dans l'accompagnement des élèves, de les guider sur le bon chemin. Et quelque part, on s'oublie pour donner aux autres. Et en fait, l'idée est revenue, bien sûr, en voyant mes enfants partir les uns après les autres et je dirais pas de cette tristesse, mais cette mélancolie de se dire ils vont vivre tellement de choses loin de moi et de nous. Aussi, et puis il y avait l'armée. J'ai eu un fils qui a été Khayal Boded pendant 3 ans. On a l'estomac tordu quand on est une maman à 4000 km. On a l'estomac complètement noué, on dort pas les nuits. Il était combattant, il était dans l'unité de combattants Golani. On était dans des moments de grande tension juste avant Tsuketan, juste avant l'opération Tsuketan. Donc on dort pas beaucoup, on essaye de venir de temps en temps, mais en même temps, on a malgré tout cet éloignement de 4000 km qui est là. Et on s'endort en disant quand est-ce que je pourrais à mon tour réaliser cette aliyah véritablement et pas comme je l'avais fait lorsque j'avais 18 ans et que c'était un idéal de vie, mais que finalement, j'étais repartie sans m'accrocher véritablement à la terre. Et c'est arrivé. Racontez-nous comment tout ça a été possible. Ça a commencé par une rencontre avec Eva Labi, qui travaille juste dans un bâtiment qui est là juste derrière, qui est responsable de projets diaspora Israël avec l'Alliance Kiyar, Kol Israël Chaverim, dont le président est Sam Pinto, et le souhait de créer sur le campus de Mikvé Israël un établissement sur le modèle de l'école juive française, qui était un petit peu j'allais dire mon quotidien, ma tasse de thé et puis mon fonds de commerce, mon ADN. Et donc, je m'assois autour d'une table avec mon président. Il me dit être très intéressé par l'idée d'une petite sœur de la grande école Maïmonide ici en Israël pour accueillir des élèves qui feraient leur aliyah. Je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir un président très avant-gardiste, toujours, pendant ces années-là, extrêmement sioniste et très très proche des préoccupations de ses directrices. Nous étions 2 directrices. Je salue ma collègue Corinne au passage. Et il me dit j'y vais si vous y allez. Donc sur le coup, je me suis dit bon, c'est sympa. Ça, on a bien discuté, mais ça va au-delà de ça. Il faut quand même construire le projet, il faut l'écrire. Vous n'y croyez pas vraiment? J'y croyais pas. Vraiment, je ne me projetais absolument pas. Vous ne pensiez pas qu'il allait le faire et vous n'arriviez pas à imaginer que vous alliez le faire aussi. Exactement. Et en fait, la machine s'est mise en route ce jour-là. Parce que vous avez dit oui quand même, sans y croire. J'ai dit oui et j'ai dit, si vous y allez, j'y vais pour vous. Et donc, en fait, c'est parti. On a commencé avec Eva à écrire le projet. Parce qu'on n'arrive pas tout d'un coup dans un campus aussi merveilleux soit-il sans avoir réfléchi le projet. Il fallait aussi recruter des professeurs, commencer à réfléchir au recrutement des élèves. Et puis la machine a continué à fonctionner jusqu'à ce qu'un jour on vienne me poser la question, c'est maintenant, c'est oui ou jamais. Donc, dans 48 heures, il y a un conseil d'administration. Il fallait décider en 48 heures. Il fallait décider quelque part en 48 heures si je disais oui au projet. À quoi on pense? On se dit je vais tout abandonner, ça se trouve je vais me planter, ou alors on se dit ça va être génial. Dans quel état on est? On est dans un état second parce que tout d'un coup on se rend compte que ce qui est ce qu'on veut véritablement réaliser est à 2 doigts de se faire. Et on dort pas bien. On dort pas bien, on pense à l'équipe avec qui j'ai des contacts en France jusqu'à aujourd'hui. On pense à eux, on a un sentiment d'abandon, on n'ose plus les regarder dans les yeux, le bruit commence à courir dans les couloirs. Évidemment, on est très proches les uns des autres et puis on parle. Et je suis en même temps au fond de moi très heureuse, très excitée par le projet. Et en même temps très triste de quitter des gens que j'aime, sincèrement, avec qui j'ai vraiment construit un lien qui a dépassé le lien professionnel. Quand on passe 10 heures par jour avec des familles, des enfants, des collègues, on dépasse le cadre institutionnel. Et un jour, je croise l'un de mes parents d'élèves qui est psychiatre
Et Michael Larar, que beaucoup de monde connaît, je le prends dans un coin et je lui dis « Michael, j'ai une vraie question à te poser. » J'espère qu'il s'en rappelle, Michael. Ça fait 48 heures que je pleure et j'ai ce sentiment d'abandonner le navire. Et je rêve de partir et de prendre cette place de directrice en Israël. J'ouvre une petite parenthèse. J'avais quelque temps avant, malgré tout, pris mes 2 ans du point de vue administratif pour valider les licences, les diplômes, etc. Je lui pose réellement la question, j'ai besoin d'une séance. Il me dit, écoute, tu as donné le meilleur de toi-même ici pendant 20 ans. Personne n'oubliera. Toi aussi, tu n'oublieras pas. Et tu vas continuer ton chemin et ne t'inquiète pas, tout ira bien. J'écoute, j'ai l'impression que c'est ces petites rencontres, ces paroles, parce que parfois on pense que c'est des grandes décisions qui se prennent pendant des jours. Complètement. Et on réfléchit et finalement c'est ces petits encouragements, ces petits mots, ces regards qu'on a sur le chemin quand on va décider qui font que boum. Cette rencontre avec Michael, c'était un 2 juillet. Il fêtait dans la classe de son fils le départ en Israël. Parce que lui partait aussi. Il partait et elle m'a apaisée. Et dans la matinée, j'ai organisé une réunion avec mon équipe et je l'ai annoncé dans les larmes, dans la joie, dans les enlaçades, dans les embrassades. Et ça a paru pour tout le monde en même temps comme un déchirement, mais en même temps comme un prolongement de ce que j'avais montré de moi et de ce que j'étais. En fait, de ce que mon mari, bien sûr, avec moi était, parce que j'ai évolué, bien sûr, tout ce temps en famille, avec mon mari, on est en couple, et il faut partir à 2. Et mon mari me disait toujours, le premier de nous 2 qui a l'opportunité amènera l'autre, mais je sais que ce sera toi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On change quand on arrive en Israël. C'est pas le même boulot ou ça y ressemble? On change et la difficulté, évidemment, d'une Aliyah, c'est qu'on essaye encore une fois. Et dans le rôle dans lequel j'étais, de mettre de côté les difficultés liées à l'Aliyah. Il y en a eu, j'imagine. Bien entendu. Il y a eu des difficultés comme tout le monde, la paperasserie, les tracasseries administratives, aller chercher ses papiers, refaire ses passeports. C'est en même temps une renaissance. J'ai fait mon Aliyah avant qu'on valide, comme aujourd'hui, le permis directement. J'ai repris des cours de conduite, après avoir conduit pendant 32 ans, place de la Concorde à Paris, refaire quelques cours de conduite dans la ville de Cologne pour avoir son permis. Donc on remet les compteurs à zéro. On remet les compteurs à zéro. Et en même temps, il fallait mettre ça de côté parce que très vite, il fallait être en empathie avec les familles qui venaient inscrire les enfants dans ce tout nouveau lycée, donc un petit noyau, et puis des enfants qui étaient aussi des adolescents qui étaient en perte de repères, certains qui étaient très heureux de réaliser leur Aliyah, d'autres qui suivaient leurs parents, et en même temps, il fallait sortir de ce rôle très institutionnel, très académique de directrice pour les accompagner dans l'intégration. Et donc, c'est pas le même travail. C'est un travail plus proche de l'éducation informelle? Inévitablement, en étant directrice ici, on est obligé d'intégrer cette part d'éducation informelle dans son quotidien. Ça se passe même au niveau de certains projets pédagogiques. Mais on est dans cet accompagnement. Aujourd'hui, par exemple, dans notre classe de terminale où se trouvent 35 élèves, on les accompagne sur leur choix après le 22 juin, jour des résultats du baccalauréat, 22-25 juin. Alors que c'est vrai qu'en France, il y a après l'été de fin de parcours scolaire. C'est terminé, quoi. Oui. En même temps, c'est ce qui me plaît parce que ça a apporté une dimension nouvelle à mon rôle de directrice ici. Mais en même temps, c'était aussi partagé avec des collègues israéliens. C'était pas simple au départ. Pourquoi? Parce qu'il faut s'habituer à une autre culture. Il faut jouer des coudes? Oui, on a beau être le plus sioniste possible et arriver avec des épaules bien larges. Personne ne nous attend en Israël. On vient, on prend sa pioche, et on reconstruit. Au départ, on nous regarde quand même pendant quelques mois en se disant... On vous teste, on vous met à l'épreuve. On teste. On veut voir de quoi vous êtes capable. Absolument. Et ce qui aide, pour moi, une donnée extrêmement importante, c'est la langue. Je maîtrisais l'hébreu ça, c'est une parfaitement. Chance. Et ça, c'était une chance inouïe de pouvoir
de pouvoir parler immédiatement avec les collègues, de pouvoir me défendre. Alors quand on dit se défendre, c'est pas que j'étais l'objet d'attaque, mais disons que on est au pays de la dialectique et du débat permanent. Quel que soit le domaine dans lequel on travaille, on débat avec les voisins, on débat avec le boulanger, on débat avec le boucher. C'est pareil dans le milieu du travail, on parle. Et en fait, c'était très important pour moi de maîtriser tout simplement l'ivrite. C'était quelque chose qui a plus qu'aidé à mon intégration totale. Vous êtes intégrée complètement aujourd'hui? Si on parle d'intégration professionnelle, je peux dire que je suis complètement intégrée. Je suis capable aujourd'hui d'avoir un entretien avec une inspectrice du Misrad Achinour, le ministère de l'Éducation israélien, avec tous les intervenants, avec des conférenciers, même si la majorité de mon travail se passe en français évidemment, puisque c'est un baccalauréat français. Mais effectivement, je peux dire que je suis complètement intégrée. Avoir des amis israéliens, on n'a pas passé ce stade d'être dans un groupe d'amis israéliens. Est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que retrouver des amis qui avaient déjà fait leur aliyah, ça nous a aidés malgré tout à passer les premiers mois difficiles de la aliyah que tout le monde traverse. Et je ne crois pas que ce soit un problème. Ça doit se faire naturellement. On ne doit pas s'obliger. Et ça rassure aussi d'avoir des amis qui sont passés par les mêmes tracasseries, les mêmes difficultés. Et ils nous tiennent un peu la main les premiers mois. Être invité Shabbat quand on n'est pas complètement installé. Donc, je pourrais dire que sur tous les autres aspects, on est intégré, mes enfants sont intégrés, ont étudié en hébreu après l'armée, travaillent dans soit dans des start-up israéliennes. Le deuxième a créé lui-même sa petite entreprise. La troisième étudie en hébreu, à des amies israéliennes, des amies druzes. Je pense que mes enfants ramènent à la maison cette intégration totale. Est-ce que vous vous sentez à votre place aujourd'hui ici? Moi, je me sens complètement à ma place. Je suis heureuse d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu avant. Je suis pleinement satisfaite de ce que ça m'a apporté en tant que femme juive, en tant qu'éducatrice, en tant que pédagogue. Je pense qu'il fallait que je traverse toutes ces étapes, depuis même mon enfance, pour arriver ici le 21 août 2016, et où je ne me projette plus ailleurs qu'ici. Mon chemin de vie ne pourra plus regarder en arrière. J'arrive à faire des choses tout en étant très très investie dans mon travail. Le temps n'a pas la même valeur. En Israël, c'est assez particulier, et c'est quelque chose que beaucoup de Olim disent, les journées passent très vite, on a toujours 10 000 choses à faire, on a toujours 10 000 fêtes à célébrer, il y a toujours quelque chose qui vous attend au coin d'une rue, en bas de chez vous, au bout de la rue. Et je suis inscrite à un club de lecture, Croque-Livre, avec une trentaine de femmes formidables, avec qui on échange lors de débats mensuels sur des thématiques littéraires. Je suis rentrée dans une association, Simcha Lechaim, je fais du bénévolat. J'ai le temps d'aller faire du pilate. Sans regret? Sans regret, avec bien sûr toujours une petite place dans le cœur pour ma sœur, mes frères, qui sont encore à Paris, Strasbourg, Montréal, les amis qui nous manquent, qui viennent régulièrement nous rendre visite parce que leurs enfants sont en Israël, l'équipe du groupe scolaire Maïmonide, les collègues, mon président qui vient encore me rendre visite ici. C'est pas un regret, c'est toujours un énorme plaisir de les voir, mais de leur dire faites une petite place pour Israël, on se retrouvera là-bas un jour. J'ai toujours évidemment ce souhait de les voir arriver les uns après les autres. J'avais une sœur en Israël déjà, depuis plus de 35 ans. Un frère nous a rejoints. J'ai aujourd'hui une grande partie de mes neveux et nièces qui ont fait leur aliyah les uns après les autres. Donc finalement, au fur et à mesure du temps, on reconstruit ici ce qu'on avait là-bas pendant toutes ces années-là. C'est une grande joie, j'imagine. C'est une immense joie, c'est en même temps une fierté d'y arriver parce qu'on n'est jamais sûr au départ. Il faut être capable de passer les premiers mois rudes de aliyah, retrouver un équilibre dans le couple, dans la famille, un équilibre financier parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Je dirais que les besoins matériels deviennent secondaires. On est heureux de voir
son réfrigérateur plein, ses enfants autour de la table de Shabbat, et tout ce qui est matériel passe finalement en second lieu. Et c'est ce qui est merveilleux en Israël, c'est que la route qui s'ouvre donne envie de faire tout plein de choses. C'est juste ce qui est magique dans ce pays. C'est d'être tout le temps dans la dynamique et dans une énergie complètement positive. Et merci mon Dieu, je suis là où je devais être. C'est ici, maintenant et pour toujours en fait. Merci beaucoup Sylvia. Merci Cathy.